OK, alors bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'examen de automne 2022. Alors, la première question. On a un nouveau retraité aujourd'hui qui a 65 ans et reçoit une rente annuelle viagère de 45 000. Donc, on est en mesure de calculer la valeur de cette rente. Ce serait 45 000 fois un facteur de rente à 65 ans payable en début d'année. La loi 102 oblige qu'un régime de retraite offre une rente réversible 60 au conjoint. Ici, le conjoint est âgé de 75 ans, selon le principe d'équivalence actuelle. Calculer le montant annuel de cette rente si la mortalité suit l'illustrative life table à 6. Donc, on a une rente qui est émise, une rente qui serait payable juste à l'homme de 45 000. Ou bedon. On a une rente de, ici j'ai mis X, mais je vais changer ça pour R. Donc, si l'homme est en vie, on va payer une rente de R. Cette rente, elle est réversible 60% au conjoint. Donc, on va payer R si l'homme est en vie et la femme, elle est décédée. Ou si par contre l'homme décède, la rente qui va être payée au conjoint, c'est 60 de R. Donc, la valeur présente de cette rente, c'est 60 de R, fois un facteur de rente à 75 ans. Par contre, si les deux sont en vie, on vient juste de dire qu'on paye R et 0,6 R. Donc, il y a 1,6 R qui est payé quand il devrait juste avoir R qui est payé. Donc, on va soustraire le 0,6 R supplémentaire tant et aussi longtemps que les deux sont en vie. Donc, le facteur de rente, notre Illustrative Life Table offre des facteurs de rente avec pour un couple, les deux ayant le même âge, ou donc le couple ayant une différence d'âge de 10 années. Donc, si X a 65 ans et Y a 75 ans, la valeur de cette rente qui paye jusqu'au premier décès, c'est égal à 6,236. Donc, une rente qui est juste payée à l'homme est égale à une rente de R qui est payée si l'homme est en vie, plus une rente de 0,6 R qui est payée si la femme est en vie. Bon, X est en vie, Y est en vie. Mais si les deux sont en vie, il y a 1,6 R qui est payé. Il devrait juste avoir R qui est payé. On va soustraire le 0,6 R supplémentaire tant que X et Y sont en vie. Donc, 45 000 fois la valeur facteur de rente à 65 ans. C'est la valeur présente actuelle de cette rente. Vous n'avez pas besoin de calculer la valeur, qui est égale à 445 360 et 50. C'est égal à une rente de R qui est payée tant que l'homme est en vie, plus tant que X est en vie, 0,6 R tant que Y est en vie, moins 0,6 R tant que X et Y est en vie, et on isole notre R qui est égal à 42 473 et 94. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend une rente qui est juste payable à l'homme, la rente originale, c'est 45 000. Ou ben donc, l'homme, X, si on regarde juste la rente qui est payée à X, elle vaut 45 000 par année, elle paye 45 000 au début de chaque année. Par contre, il peut accepter de recevoir une rente. X peut recevoir une rente de 42 473 et 94. Et si X décède et Y est toujours en vie, il y aurait 60 de cette rente. Alors, un peu plus que 25 200, un peu plus que ça, qui serait payé tant que Y est en vie. Mais si les deux sont en vie, c'est certain qu'on ne va pas payer plus que 45 000. Alors, il prend sa retraite aujourd'hui, les deux sont en vie, on ne va pas payer plus que 45 000. C'est normal que la rente soit moindre. On a moins de rente initiale. Par contre, si X décède et Y est toujours en vie, il y a 60 de cette rente qui est payée au conjoint. Question numéro 2. Alors, X suit une demeure de paramètre W est égal à 110. Y suit une demeure de paramètre 120. Donc, Tx est uniforme entre 0 et 70. Ty est uniforme entre 0 et 70. Calculez la valeur présente actuelle d'une police d'assurance vie continue qui paye 80 000 au second décès de X et de Y. Donc, une assurance qui paye au premier décès plus une assurance qui paye au deuxième décès est égale à une assurance qui paye à X plus une assurance qui paye à Y. Donc, une assurance qui paye au deuxième décès, elle est égale à une assurance qui paye à X plus une assurance qui paye à Y, moins qu'une assurance qui paye au premier décès.
Donc, c'est normal que l'assurance qui paye au deuxième décès, vu qu'on paye plus loin, elle devrait coûter moins cher qu'une assurance qui paye elle devrait coûter moins cher que le minimum de l'assurance à X ou de l'assurance à Y. Plus une assurance qui paye au premier décès, vu qu'on paye plus rapidement, cette assurance devrait coûter plus qu'une assurance que le maximum entre X et Y. Donc, la force de mortalité de X, alors c'est une uniforme sur TX est uniforme entre 0 et 70, TY est uniforme entre 0 et 70. Donc, la force de mortalité de X, c'est 1 sur W moins X. La force de mortalité de Y, c'est 1 sur W moins Y. Alors c'est uniforme sur les TX est uniforme entre 0 et 70, TY est uniforme entre 0 et 70. Et donc, la force de mortalité de X plus la force de mortalité de Y, c'est la force de mortalité jusqu'au premier décès. Alors, c'est la force de mortalité de X plus la force de mortalité de Y, donc c'est égal à 1 sur 70 moins T, plus 1 sur 70 moins T, c'est égal à 2 sur 70 moins T. Donc, pour une assurance à X qui a 40 ans, ben, c'est l'intégrale de 0. TX est uniforme sur 0,70. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 70 de V à la T, TPX mu X plus T. Alors, TPX mu X plus T pour X, ben, c'est une uniforme sur les 70 prochaines années. Donc, c'est 1 sur 70. Donc, c'est l'intégrale de 1, c'est 1 sur 70 fois l'intégrale de 0 à 70 de V à la T. Donc, c'est égal à 0,142727. Et vu que Y est uniforme sur 0,70, c'est la valeur d'une assurance émise à une personne âgée, que Y âgée de 50 ans. Maintenant, l'assurance qui paye jusqu'au premier décès, ben, encore une fois, c'est l'intégrale TX et TY sont uniformes sur les 70 prochaines années. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 70 de V à la T TPX fois TPXY. Alors, TPXY, ben, c'est TPX fois TPY. Et encore une fois, alors c'est 1 moins T sur 70 fois 1 moins T sur 70, ou ben donc 70 moins T sur 70 au carré, fois la force de mortalité de XY. Donc 2 divisé par 70 moins T. Donc, il y a certains termes qui vont venir s'annuler. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on regarde notre équation, on a 70 moins t au carré divisé par 70 moins t. Alors, qu'est-ce qui nous reste au dénominateur? C'est 70 moins t. Le v à la t reste là. Alors, 2 divisé par 70 au carré est égal à 2 sur 4900. Donc, ça devient 2 sur 4900 fois l'intégrale de 0 à 70 de v à la t, 70 moins t dt. Et ici, on doit utiliser l'intégrale par partie. Alors, la façon qu'on l'a vu en classe, on a une fonction qui est dérivable éventuellement jusqu'à 0, qui va être de 70 moins t. Et on a une fonction qui n'est pas dérivable ou intégrable jusqu'à 0. Donc, on va l'intégrer. Et on va faire l'intégration par partie. Donc, après qu'on a fait notre gros calcul, ben, l'assurance qui paye au premier décès de X et de Y pour 1 $ d'assurance est égal à 24,49 cents. Donc, pour 80 000, ce serait 80 000 fois 24,49 cents. Donc, regardez, une assurance qui paye au décès de X vaut 14 sous pour 1 $ d'assurance. Y, même chose, vaut 14 sous. Mais le décès, une assurance qui paye au premier décès vu qu'on paye au premier décès des deux, elle doit au moins, elle doit valoir au moins autant que le maximum entre X et de Y. Donc, pour 1 $, elle paye au premier de X et de Y. Et donc, une assurance de 80 000 ben, c'est égal à 4, qui paye au second décès, ben, c'est égal à 80 000 fois une assurance qui paye au décès de X, plus une assurance qui paye au décès de Y, moins une assurance qui paye au premier décès de X et de Y. Et donc, la valeur présente actuelle de cette assurance est égale à 3 241,52. Je n'ai pas fait le calcul de A4050 bar, mais ce que je peux vous dire, c'est que la valeur juste du facteur d'assurance devrait être plus petite que la valeur de Y et de A bar AX.
une petite note que je me remarque, vu que c'est des assurances qui sont continues, on devrait avoir les barres sur nos assurances. Alors, je vais tout simplement me laisser une note et je vais la corriger tantôt. Alors oui, toutes les assurances devraient avoir la barre vu que la prestation est payable au décès. Question numéro 3. La mortalité suit l'Illustrative Life Table à 6%. Un homme âgé de 65 ans reçoit une rente de 40 000 payable en début d'année et réversible 50% au conjoint. Donc 40% tant que X est en vie, 20 000 tant et aussi longtemps que Y est en vie et la valeur, on va soustraire 20 000 si X et Y, les deux sont en vie. Son conjoint est âgé de 55 ans. La loi 102 oblige un employeur d'offrir une rente qui est réversible 60% au conjoint et calculée selon le principe d'équivalence actuarielle. Donc, la rente initiale de 40 000, alors il y a 40 000 qui est payé tant que X est en vie. Il y a 20 000 qui est payé tant que Y est en vie. Alors, si les deux sont en vie, il y aurait 60 000 qui est payé. Donc, on va soustraire 20 000 tant et aussi longtemps que les deux sont payés. Et à la place, on veut une rente qui est réversible, une rente de R. Alors, R va être inférieur à 40 000, mais on veut une rente, à la place, on peut choisir une rente de R qui est réversible, encore une fois, 60% au conjoint. Donc, ça veut dire que si X est en vie, il y a R qui est payé. Si Y est en vie, il y a 0,6 R qui est payé. Et si les deux sont en vie, ça veut dire que tu aurais R plus 0,6 R. On va soustraire, alors 1,6 R serait payé si les deux sont en vie. On va soustraire 0,6 R si les deux sont en vie. Donc, 40 000 fois un facteur à X, plus 0,5 fois le facteur à Y, plus 0,5 fois le facteur de X et de Y. Donc, on regarde dans la table de mortalité à 55 ans. Alors, pour X à 55 ans, on a un facteur de rente de 12,2758. À 65 pour Y, on a 9,8969. Et pour X et Y, on a un facteur de rente qui est égal à 10,4720. À 55 ans. Oups, j'ai dit 10. Ah, à 55 ans. Ah, OK. Ouais, c'est ça. X a 55 ans, Y a 65 ans. Donc de 8,8966. Et ça, c'est la valeur de cette rente est de 463 460. Ou ben donc, on peut avoir une rente de R, une rente qui paye, si X est en vie, il y a R qui serait payé. Il y a 0,6 R qui serait payé si Y est en vie. Donc, si les deux sont en vie, on a 1,6 R qui est payé. On va soustraire 0,6 R. Et ça veut dire que notre rente réversible, R, elle est égale à 38 886 et 46. On peut accepter 40 000 tant que X est en vie. Si X décède, il y aurait 20 000 qui seraient payés au conjoint. Ou ben donc, X peut accepter une rente de 38 866 et s'il décède puis Y est toujours en vie, il y aurait 60% de 38 866 qui seraient payés au conjoint. Question numéro 4. La force de mortalité de X, c'est 3%, Y, 5%. Delta est égal à 7%. Une police d'assurance vie continue qui paye 200 000 au deuxième décès de X et Y. Alors, au moment du décès, les primes sont calculées selon le principe d'équivalence actuarielle et sont payées jusqu'au premier décès. Donc, on a une prime qui est payée jusqu'au premier décès et on a une police d'assurance vie qui est payée au second décès. Donc, calculer la prime. Donc, la valeur présente actuarielle des primes doit être égale à la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, une assurance qui paye au premier décès de X et Y plus une assurance qui paye au deuxième décès de X et de Y est égale à la valeur d'une assurance qui paye à X plus une assurance qui paye à Y. Donc, on va calculer la valeur d'une assurance à X. Donc, c'est mu sur mu plus delta. Donc, une assurance qui paye jusqu'au décès qui paye au décès de X vaut 30 cents pour chaque dollar d'assurance. Et 1 moins 0,3 divisé par delta, c'est notre facteur de rente. Donc, notre facteur de rente qui paye 1 tant que X est en vie est égal à 10. Le facteur d'assurance pour Y est égal à mu sur mu plus delta. Donc,
pour $1 d'assurance, c'est 41,67. 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta nous donne notre facteur de rente, 8,33. Une assurance qui paye au premier décès de X et de Y. Donc, la force de mortalité est égale à la force de mortalité de X plus la force de mortalité de Y, donc 0,08. Mu sur mu plus delta, 0,08 divisé par 0,08 divisé par delta, ça nous donne le facteur d'assurance au premier décès de X et de Y. Pour $1, c'est égal à 53,33 cents. Et 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta nous donne le facteur de rente, 6,67. Et donc, la valeur présente actuarielle d'une assurance au deuxième décès, ben, alors, une assurance au premier décès plus une assurance au deuxième décès est égale à une assurance à X plus une assurance de Y. Donc, une assurance au deuxième décès est égale à une assurance à X plus une assurance à Y moins une assurance qui paye au premier décès. Et donc, notre facteur d'assurance qui paye au deuxième décès est égal à 0,1834 pour chaque $1 d'assurance. Multiplié par la prestation nous donne la valeur présente actuelle des prestations. Donc, petite note, le premier décès, alors X c'est 0,3, Y c'est 0,41. Donc, le premier décès devrait au moins coûter X ou Y, devrait être plus grand que X ou Y. Et le deuxième décès, il paye plus tard, donc il devrait être inférieur à X ou de Y. Alors, le deuxième décès, la valeur présente devrait être plus petite que le minimum entre les deux. Donc, 200 000 fois notre facteur d'assurance est égal à la valeur présente actuelle des primes. Alors, la prime est payable jusqu'au premier décès. Donc, la valeur présente actuelle des primes, c'est P fois un facteur jusqu'au premier décès. Donc, 200 000 fois notre facteur d'assurance deuxième décès est égal à P fois notre facteur de rente premier décès. Et donc, la prime est égale à 5 500 $. Question numéro 5. La mortalité sur une demeure de paramètre W est égale à 90. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans décède entre l'âge de 50 et 60 ans. Donc, il vit 20 à 30 ans, mais décède avant une personne âgée de 40 ans. Donc, la mortalité, elle est de demeure de paramètre W est égal à 90. Le temps de vie futur de X est uniforme entre 0 et 60. Et le temps de vie futur de Y est uniforme entre 0 et 50. Donc, le temps de vie futur de X est uniforme entre 0 et 60 et le temps de vie futur de Y est uniforme entre 0 et 50. Et la question qui est posée, calculer la probabilité que X décède entre 50 et 60 ans. Donc, X étant âgé de 30 ans, sa mortalité est uniforme sur les 60 prochaines années. Donc, quelle est la probabilité qu'il meure? La probabilité que X meure entre 20 et 30 ans, ben, c'est 1/6, mais ce n'est pas la probabilité qu'on nous demande. Donc, on sait que notre probabilité devrait être plus petite que 1/6. Alors, la probabilité de survivre 20 ans, mais de mourir avant 30 ans. Donc, on va comparer ça avec Y. On veut savoir aussi que X meurt on a dit avant ou après? Avant le décès de Y. Donc, on veut savoir, alors on trace une ligne, Y est égal à X. Et on veut savoir sur quel côté de cette ligne qui nous intéresse. Donc, on va trouver un point comme le point actuel. X est égal à 50, X vit 50 ans, Y vit 0 année. Donc, en dessous de la barre, ce point, X vit 50 ans, Y vit 0 année, X vit plus longtemps que Y. Donc, on ne veut pas être en dessous de la barre, on veut être en haut de la barre. Alors, la région qui nous intéresse, c'est cette région. Alors, si X est uniforme, Y est uniforme, la densité jointe de X et de Y, elle aussi, elle est uniforme. Donc, on veut savoir quelle est la probabilité, on veut savoir quelle est cette probabilité. Donc, si les deux sont uniformes, c'est cette densité divisée par la densité totale. Donc, au dénominateur, X peut vivre 60 ans, Y peut vivre 50 ans, donc la densité totale, ben, c'est 1 sur 3000. Et la densité qui nous intéresse, c'est toute la région en gris. Donc, c'est le carré qui est ici, alors 10 fois 20 plus le petit triangle, alors 10 fois 10 divisé par 2. Donc, c'est égal, la région qui nous intéresse, l'air est de 250 sur l'air total qui est de 6000. Et donc, la probabilité est de 8,33 %. Alors, comme j'ai dit, la probabilité que X décède entre 20 et 30 ans, ben, c'est 10 sur 60 est égal à
un sixième, à 16,6 %, on sait que notre probabilité doit nécessairement être plus petite que 16,67 %. Question numéro 6. X et Y sont indépendants. X est âgé de 40 ans, Y est âgé de 50 ans. La force de mortalité de chacun est égale et constante. Alors, mu, c'est une force de mortalité constante. La probabilité qu'un homme âgé de 40 ans et une femme âgée de 50 ans, X de 40 ans, Y 40 ans, la probabilité que un ou l'autre, la probabilité que les deux survivent les 10 prochaines années, c'est égal à 54,81 %. Alors, je vous demande par la suite, si on ajoute un choc commun, où est-ce que lambda, la force de mortalité du choc commun est égale à 5 qu'est-ce qui arrive à cette probabilité? Donc, si on ajoute plus de mortalité, c'est normal que la probabilité qu'on recherche doit être plus petite que 54,88 %. Donc, la probabilité que un ou l'autre, la probabilité que les deux survivent, ben, c'est égal à la probabilité que X survit 10 années fois la probabilité que Y survive 10 années. Et vu que c'est force de mortalité constante, c'est TPX, c'est E à la mu X fois T. TPY, c'est égal à E à la moins mu Y fois T. Mu X est égal à mu Y. Donc, c'est égal à T est égal à 10. TPX, c'est E à la moins 10 mu. TPY, c'est E à la moins 10 mu. Et donc, E à la moins 20 mu est égal à 0,54881. Et donc, on est capable d'isoler notre mu qui est égal à 3 %. Donc, la force de mortalité avec le choc commun, ben, c'est égal à 3 plus 3 pour Y, plus 5 de choc commun. Donc, la force de mortalité, elle est égale à 11 %. Et la probabilité que les deux survivent les 10 prochaines années, incluant le choc commun, ben, c'est égal à E à la moins mu, qui est égal à 11 0,11, fois T, qui est égal à 10. Donc, E à la moins 0,11 fois T, alors E à la moins 1,1 est égal à 33,287 %. Donc, nécessairement, cette probabilité doit être inférieure à cette probabilité parce qu'on a ajouté une mortalité supplémentaire, le choc commun. Question numéro 7. La mortalité suit une demoiselle de paramètre W. L'espérance de vie d'une personne âgée de 60 ans est égale à 20. Donc, on est capable, une personne âgée de 60 ans, la mortalité, elle est uniforme sur les TX prochaines années. Entre 0 et W, la mortalité, elle est uniforme. Et l'espérance de vie pour une demeure, ben, c'est le point milieu. Alors, c'est W sur 2 est égal à 20. Donc, W moins X sur 2 est égal à 20. Donc, W moins X est égal à 40. Si la personne est âgée de 60 ans, ça veut dire que W est égal à 100. Donc, c'est une demeure de paramètre W est égal à 100. Calculer l'espérance de vie du deuxième décès. Donc, l'espérance de vie du premier décès plus l'espérance de vie du deuxième décès est égale à l'espérance de vie de X plus l'espérance de vie de Y. Donc, l'espérance de vie d'une personne âgée de 90 ans, ben, ce serait 5 ans. L'espérance de vie d'une personne âgée de 95 ans, ce serait 2,5 années. Et on veut maintenant savoir quelle est l'espérance de vie du premier décès. Alors, c'est l'espérance. Alors, pour l'espérance de vie pour X est égale à 90, Y est égal à 95. Donc, dans 5 ans, Y est nécessairement décédé selon notre modèle. Donc, on peut juste intégrer, le premier décès va avoir lieu avant les 5 prochaines années. Donc, on va intégrer de 0 à 5 TPXY. TPXY, c'est égal à TPX, X a 90 ans, fois TPY, Y a 95 ans. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 5 d'une demoiselle, d'une uniforme 0, T est uniforme sur 0 à 10. Alors, TPX est égal à 1 moins T sur 10. Et pour 95 ans, c'est uniforme sur 0 à 5. Alors, TPY, c'est une demoiselle avec, c'est uniforme sur les 5 prochaines années. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 5 de TPX fois TPY qui nous donne 2,0883. Donc, l'espérance de X, c'est 5, l'espérance de Y, c'est 2,5, et l'espérance de vie du premier décès doit être plus petit que le minimum de X et de Y. Donc, doit nécessairement être plus petit que 2,5. C'est égal à 2,083.
Et l'espérance de vie du deuxième décès doit être au moins égale au maximum entre les deux, donc doit nécessairement être plus grand que 5. Donc, l'espérance du premier décès plus l'espérance du deuxième décès est égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y. Et donc, l'espérance du deuxième décès est égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y moins l'espérance du premier décès. Et donc, l'espérance de vie jusqu'au deuxième décès est de 5,417 années. Question numéro 8. Une obligation corporative peut être cotée triple A, triple B, triple C ou en default. X, c'est généralement une obligation en default. Alors, on a le Corpo 3A, la Investment Grade, Corpo 3B qui est plus Equity Grade. On a des Junk Bonds et on a des obligations qui sont en default. La matrice transition est homogène d'une année à l'autre. Alors, la matrice de transition, pour une obligation qui est cotée triple A, il y a 80 de chances qu'elle reste triple A. Il y a 12 de chances que l'année prochaine, elle soit triple B. Il y a 7 de chances qu'elle soit du junk bond. Et il y a 1 de chances qu'elle soit en default. Ça veut dire qu'elle ne paye pas ses factures. Alors, quand tu es en default, il n'y a aucune possibilité de revenir. Donc, c'est un élément absorbant. Pour une obligation cotée triple B, 12 de chance de devenir cotée triple A, 74 de chance de rester triple B, 12 de chance de devenir du C et 2 de chance d'être en default. Pour du triple A, 1 de chance de devenir A, triple B, 12 de chance de devenir triple B, 70 de chance de rester un junk bond et 17 de chance d'être en default. Alors, on a une assurance vie corporative, ce qu'on appelle un credit default swap. Alors, un peu qu'est-ce qui est arrivé avec AIG durant la crise économique de 2009. Alors, c'était les credit default swap. Était mis sur une obligation cotée triple A. Si la cote de l'obligation chute à default dans les 3 prochaines années, une prestation de 1 000 est versée à la fin de l'année de la chute. Alors, le taux d'intérêt est assumé à 6 Donc, généralement, les obligations d'épargne et les obligations corporatives ont une valeur nominale de 1 000 Et un credit default swap, c'est tout simplement une assurance vie sur une obligation corporative. Calculer la prime unique nette pour cette assurance. Donc, quelle est la valeur présente actuelle des prestations? Donc, une prestation va être versée seulement si elle tombe en default. Donc, on on peut rester coté triple A pendant les 2 prochaines années et tomber en default la troisième année. Ou ben donc, on peut être coté A l'année prochaine, B l'année d'après et par la suite tomber en default. Être A l'année prochaine, C la deuxième année et tomber en default. Ou ben donc, on peut être coté B l'année prochaine, redevenir A et tomber en default. Être B l'année prochaine, rester en B et tomber en default. Être B l'année prochaine, redevenir C la deuxième année et tomber en default. Et finalement, on peut aussi aller de A à triple A, à C, à A, à X. Alors, toutes les branches possibles. Alors, on aurait une prestation. Alors, les 9 premières branches, c'est là où est-ce qu'on tombe en default la troisième année à t est égal à 3. Alors, pour chacune de ces branches, on calcule une probabilité. Alors, si je prends la première branche, la probabilité d'être coté de A à A, c'est 80 L'année suivante, d'être A à A, encore une fois, c'est 80 Et l'année suivante, de tomber de A à X, c'est 1 Donc, la probabilité d'être de A à A à A à X, c'est 0,64 Et on va calculer une probabilité pour chacune de ces branches. Et par la suite, on est capable de calculer la probabilité de tomber en default dans les 3 prochaines années. Dès qu'on tombe en default, il y a une prestation de 1 000 qui est payée. Ici, on a calculé les 9 premières branches, c'est à t est égal à 3. Il y a aussi la possibilité qu'on tombe en default à t est égal à 2. Ça veut dire qu'on n'était pas en default la première année, mais à la fin de la deuxième année, on tombe en default. On était à A autant t est égal à 0. On peut aller de A à X, de A à B autant 1 à X autant 2, de A à C autant 1 et de X autant 2, et on calcule une probabilité pour chacune de ces 3 branches. Et si on tombe en default, il y aurait 1 000 qui seraient payés autant t est égal à 2. Et finalement, il y a aussi la possibilité qu'on tombe en default la première année. Donc, il y a 1 de chance de tomber en default la première année, ce qui voudrait dire qu'il y aurait 1 000 qui seraient payés autant t est égal à 1.
Donc, la probabilité de tomber en default à t est égal à 3, c'est la somme des 9 premières branches qu'on a calculées. Alors, c'est la somme de toutes ces probabilités. Alors, cette probabilité est égale à 3,07 pour cent. La probabilité de tomber en default au temps t est égal à 2, c'est la somme des trois branches où est-ce qu'on tombe en default au temps t est égal à 2. Alors, cette probabilité est égale à 2,23 pour cent. Et la probabilité de tomber en default au temps t est égal à 1, ben, c'est 1 pour cent. Donc, la valeur présente actuelle des prestations, il y a 1 pour cent de chance de payer 1 000 au temps t est égal à 1. Alors, 1 000 payés au temps 1 escompté avec 6 d'intérêt pendant une période. Il y a 3,07 de chance. Oups, il y a 2,23 de chance de payer 1 000 au temps t est égal à 2, on escompte avec deux périodes d'intérêt. Et il y a 3,03 de chance de payer 1 000 au temps t est égal à 3, on l'escompte avec trois périodes d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 55,07 Alors, c'était la situation de AIG avec la crise économique de 2009. Question 9. Une obligation peut être cotée triple A, triple B, triple C, triple X. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la même matrice de transition. Une assurance vie corporative est émise. Alors, calculer. C'est la même question. On demande maintenant calculer la réserve de cette assurance à T est égal à 1, sachant que l'obligation est toujours cotée triple A au temps T est égal à 1. Donc, la réserve au temps T est égal à 1, ben, ce serait égal à la valeur présente. Une prime unique nette a été versée au temps T est égal à 0. Donc, la réserve au temps T est égal à 1. Alors, il y a 55 000 qui a été versé au temps t est égal à 0, c'était la prime unique nette. Alors, la réserve au temps t est égal à 1, c'est la valeur présente actuelle des prestations. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? Moins la valeur présente actuelle des primes qui sont dues. Alors, toutes les primes ont été payées. La valeur présente actuelle des primes, elle est de 0. Donc, quelle est la valeur? Alors, c'est tout simplement la valeur présente actuelle des prestations, sachant qu'on est toujours coté triple A. Donc, une prestation de 1 000 va être versée au premier moment où est-ce qu'on tombe côté X, qu'on est en default. Donc, on dit autant t est égal à 1. Ça veut dire que dans 2 années, il y a trois façons qu'on peut tomber en default. Soit que dans une année, on est toujours côté A et on tombe en default. Soit que dans une année, on tombe à B et on tombe en default au temps 2, au temps 3. Soit qu'au temps 2, on est côté C et on tombe en default l'année suivante. Alors, il y a 8 de chance, il y a 0,8, 0,24 et 1,19 de chance pour chacune de ces trois branches. Donc, la probabilité de tomber en default au temps t est égal à 3, sachant qu'on est actif au temps 1, c'est 2,23 Il y a aussi une probabilité qu'on tombe en default l'année prochaine. Donc, il y a 1 de chance que cette obligation, que l'année prochaine, on tombe en default. Et donc, il y a 1 de chance qu'au temps t est égal à 2, on paye 1000 pièces. Donc, quelle est la valeur présente actuelle des prestations? La réserve, la valeur présente actuelle des primes, elle est nulle, mais la valeur présente actuelle des prestations, on a 1 de chance de payer 1000 pièces au temps t est égal à 2, on laisse compte avec une période d'intérêt. Et on a 2,28 de chance 2,23 de chance de payer 1000 dans 2 années au temps t est égal à 3. Donc, on laisse compte avec du 6 pendant deux périodes. Et donc, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 29,28. Alors, ici, il y avait une prime unique nette qui a été versée au temps t est égal à 0. Il n'y a plus de primes qui sont dues. Question numéro 10. Aux âges avancés, la probabilité qu'une personne en santé meure est de 25 et la probabilité de tomber malade est de 25 Donc, on a 50 de chance de rester en santé, 25 de chance de tomber malade et 25 de chance de mourir. Euh, la probabilité qu'une personne malade meure, elle est de 50 La probabilité de revenir en santé est de 25 donc on a 25 de chance de rester malade. Et bien sûr qu'une personne qui est décédée reste décédée, donc c'est un élément qui est absorbant. Alors, une prime de 1 000 est versée tant que l'individu est vivant. Donc, s'il est en santé ou s'il est malade, tant qu'il est vivant, calculer la valeur présente actuelle des primes moins la valeur présente actuelle des prestations pour les 3 prochaines années pour une personne en santé si I est égal à 70. I est égal à 7 excusez-moi. Donc, on va calculer une matrice de transition pour les 3 prochaines années. Donc, pour la première année, on a notre matrice de transition.
Et c'est une matrice de transition qui est homogène. Donc, si on prend cette matrice et on la multiplie par elle-même, donc chaque rangée fois chaque colonne nous donne une matrice de transition de 2 années. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne en santé au temps t est égal à 0 est toujours en santé au temps t est égal à 2? Bien, c'est la première ligne fois la première colonne. Donc, alors, 0,5 fois 0,5 plus 0,25 fois 0,25 plus 0,25 fois 0 est égal à 31,25. Et ça nous donne notre matrice de transition pour les 2 prochaines années. Si je prends cette matrice de transition et je la multiplie pour une année subséquente, ben, ça va me donner la matrice de transition pour 3 années. Donc, si je prends la première rangée, et je multiplie par la première colonne, ben, ça va me donner la probabilité qu'une personne âgée, une personne en santé à l'âge de 0 est toujours en santé dans 3 ans. Et c'est égal à 20,3125. Donc, vu que c'est des matrices de transition qui sont homogènes, si je prends cette matrice et je le multiplie par celle-ci, ou si je fais l'inverse, on devrait avoir la même réponse. Et donc, ça nous donne la matrice de transition pour 3 années. Donc, une prime, elle est payée. Les coûts médicaux sont de 2 000 pour chaque année que la personne est malade. Une prime de 1 000 est versée tant que l'individu est vivant. Donc, si on est malade, on va recevoir une prime. Si on est malade à la fin de l'année, on va recevoir une prime de 2 000 Donc, la valeur présente actuelle des primes. Une prime de 1 000 est payée tant que notre participant est en vie. Donc, au temps t est égal à 0, notre participant est en vie, la prime, elle est reçue avec certitude. Dans une année, il y a 75 de chance. Alors, il y a 75 de chance, 50 de chance d'être en santé, 25 de chance d'être malade. Il y a 75 de chance qu'on paye une prime de 1000 $, on l'escompte avec une période d'intérêt. Et dans 2 années, il y a 31,25 de chance d'être en santé, 18,75 de chance d'être malade. Il y a 50 de chance d'être en vie. Et donc, on paierait 1 000 au temps t est égal à 2. On l'escompte avec 2 périodes d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuelle des primes, 2137,65. Quelle est la valeur présente actuelle des prestations? Donc, une prestation est payée, ce n'est pas indiqué, mais une prestation pour chaque année, en fin d'année, pour chaque année que la personne elle est malade. Donc, les transitions se font à la fin de l'année. Donc, dans une période, si la personne elle est malade, alors il y a 25 de chances que la personne soit malade, qu'une personne en santé soit malade dans une période, on va payer 2000 $. Il y a 18,75 de chances qu'il soit malade dans 2 périodes, on va payer 2000 $. Et il y a 12,5 de chances qu'il soit malade dans 3 années, on va payer 2000 $. Donc, on va l'escompter avec 1, 2 et 3 périodes d'intérêt qui nous donnent la valeur présente actuelle des prestations, 998 $. Et donc, la valeur présente actuelle des primes moins la valeur présente actuelle des prestations, ben, c'est égal à 1138,75. Question numéro 11. Un régime de retraite possède 3 statuts. Alors, la matrice de transition à 62 ans et à 63 ans nous donne ceci. Donc, actif, inactif et retraité. Et la probabilité qu'un actif à 62 ans est toujours actif à 63 est égale à 80 probabilité qu'un actif à 62 devienne inactif, c'est 10 et la probabilité de tomber retraité, c'est égal à 0,1 De même, à 63 ans. Et à 64 ans, à la fin de l'année, tout le monde est retraité. On n'assume aucun décès dans notre régime de retraite. Alors, si jamais un décès a lieu, notre modèle n'en tient pas compte. Par contre, un régime de retraite va normalement faire un gain et perte à la fin de l'année qui va tenir compte de ces décès. Alors, selon nos hypothèses, on assume que personne décède, qui est une hypothèse qui est assez courante. La cotisation, la prime, elle est payée en début d'année tant et aussi longtemps que le participant n'est pas retraité. Alors, s'il est actif ou inactif, il y a une prime qui est payée. Calculer la valeur présente actuelle pour un individu inactif de 62 ans pour chaque dollar de cotisation si I est égal à 5 Donc, alors, il y a une cotisation. OK, alors pour chaque 1 $ de cotisation. Alors, la cotisation, elle est de 1 $ et une prestation de B qui est inconnue. Donc, calculer la valeur présente actuelle pour un individu inactif âgé de 62 ans pour chaque dollar de cotisation. Alors, on veut la valeur présente actuelle des primes. Alors, il est actuellement à 62 ans,
il est inactif. Donc, il y a une cotisation qui est de 1 dollar qui va être versée aujourd'hui. Dans une période, s'il n'est pas retraité, il y a une cotisation qui va être payée. Donc, dans une période, il y a 50 de chances qu'il soit actif, 40 de chances qu'il soit inactif. Donc, il y a 90 de chances qu'on paye une cotisation dans une période. On va ramener ça avec 5 pendant une période. Dans deux périodes, il y a 60 de chances qu'il est actif, il y a 21 de chances qu'il soit inactif. Donc, il y a 81 de chances qu'on paye la cotisation. Alors, 1 dollar de cotisation, autant T est égal à 2. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuelle pour chaque 1 dollar de cotisation, le facteur de rente, en d'autres mots, est égal à 2,59. Et ça conclut notre examen de 2022.